Parce que Kabila ne va pas jouer le tout pour le tout. Non. Kabila va laisser pourrir la situation que Kinshasa est en train de créer. Parce que Kinshasa crée une situation en sa faveur. Aucune déclaration, aucune attaque. Et pendant que Kabila est là, le semblant de cesser le feu semble se faire respecter. Donald Trump, pour savonner Kabila, ça ne lui demande rien du tout. Mais il n'a pas parlé de Kabila. Pour savonner Nanga, ça ne lui demande rien du tout. Donald Trump pouvait même dire que pour mettre la paix en RDC, on va arrêter Nanga et Kabila. Même si c'est faux, ça devait créer autre chose. Ce procès, il me rappelle d'autres procès qui ont existé pendant le règne de Félix Tshisekedi. Il y en a 6. Les 6 affaires emblématiques. Okay. Vous avez Kamere, vous avez Bisselele, vous avez François Beya, vous avez Matata Pogno, vous avez lui-même Joseph Kabila et puis vous avez Constant Mutamba. Quand vous prenez ces affaires emblématiques, nous ne sommes pas dans une justice, nous ne sommes pas dans un temple d'équité et de justice. Ça nous donne l'impression d'être en face d'une arène des luttes pour le pouvoir. Nous sommes en face d'une arène des luttes pour le pouvoir. Ça n'a rien à voir avec un temple d'équité et de justice. Non. C'est pourquoi Vital Kamerhe, après sa condamnation, a été acquitté tout simplement. Vous voulez dire que c'est des procès politiquement motivés? Oui, justement, politiquement motivés. Tshisekedi écarte Kabila et il y a une justice après Kabila. Non. C'est politique. Donc aujourd'hui, pendant il sera reconnu coupable. Il sera reconnu coupable. Condamné à mort. Condamné à mort. Les biens saisis, tel que Mutamba l'avait déjà dit. Alors, maintenant, vous prenez ce procès lui-même. Il nous amène à quoi? À rien. À rien. Parce qu'aujourd'hui, si on condamne Joseph Kabila, parce qu'on a dit qu'il est déjà condamné le jour où on a ouvert le procès, si on le condamne, si on condamne Joseph Kabila aujourd'hui, on va reculer. On va faire plusieurs pas en arrière. Le ciel tombera-t-il pour autant sur nos têtes? Je ne veux pas le dire, oui. Mais j'ai dit qu'on va reculer. Pourquoi on va reculer? Expliquez-vous. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'union et non de la désunion. Scellé dans la périphérie de Kinshasa, une imposante structure métallique se dresse peu à peu sur une étendue de 5000 mètres carrés. Ce site, en pleine effervescence, sera bientôt le tout premier atelier national de confection des tenues militaires et policières. Fini les uniformes venus d'ailleurs. Désormais, le Congo habillera ses forces chez lui, par lui et pour lui. Une vision portée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exécutée par le service national sous le commandement ferme du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Ce mercredi, le général était sur le terrain, bottes poussiéreuses et vif pour inspecter personnellement l'avancée des travaux. Et pour cause, l'atelier doit être prêt avant le 31 décembre et pas un jour de plus. Au plus tard décembre. Les premières tenues sortiront d'ici. Tout est déjà ici au pays. Tout. Même les machines. Tout. Les machines vont travailler ici. Vrai ou faux? Nous attendons que le mois prochain, on amène des bâtisseurs. Nous avons quand même des défis, il nous faut de moyens parce que il faut construire quelque part les cantonnements. Il faut tout un bataillon, il faut plus ou moins 850 bâtisseurs qui vont commencer à travailler ici chaque jour. Quand ils vont venir ici, il faut les loger. Nous n'avons pas encore de logement, donc il y a ces défis-là. Ça demande de l'argent. Il faut construire pour les héberger. Comme ça, chaque jour, ils travaillent ici. Et chaque jour, ils commenceront à produire 2000 tenues. 2000. Tous les 2 jours, vous avez des tenues pour équiper une brigade. Et la capacité annuelle, c'est plus ou moins 700 000 tenues annuellement. Ça couvre le besoin de l'armée, de la police, du service national. Pas une seule tenue, 2 tenues ou 3 tenues par personne par année. Tous les matériaux sont déjà disponibles à Kinshasa. Plus d'excuses, plus d'attentes. Les équipes galvanisées finalisent le montage des fermes métalliques, posent les pannes, puis viendront les tôles et enfin le mur d'enceinte. Cet entrepôt n'est pas qu'un simple bâtiment, c'est un acte politique, un bras d'honneur à la dépendance étrangère, une réponse à ceux qui doutent de la capacité congolaise à produire pour elle-même. Ici, en scellé, c'est la République qui reprend le fil de son destin aiguille à main.
Ce projet n'est pas qu'une infrastructure, c'est une déclaration. Il affirme que la RDC choisit de produire ce qu'elle consomme, de défendre ce qu'elle incarne et de bâtir, par ses propres mains, les fondations d'un avenir où la souveraineté ne sera plus un simple slogan, mais une réalité tangible. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Et si vos élèves pouvaient apprendre autrement, en pleine nature, au parc de la vallée de l'Ancélé? Chaque visite scolaire devient une véritable aventure éducative. Safari découverte, jeux interactifs, leçons sur les développements durables. Entre émerveillement et apprentissage, vos élèves vivront des moments inoubliables. Et ce n'est pas tout. Découvrez l'école verte, un espace unique avec salle de classe, dortoir confortable et petit déjeuner inclus. Ici, vos élèves peuvent dormir, étudier et s'imprégner pleinement de la nature dans un cadre sécurisé et pédagogique. Avec nos forfaits spéciaux école, profitez d'un package complet comprenant l'entrée au parc, le safari découverte, l'accès à la plaine de jeux, un menu buffet et bien plus encore. Et le meilleur, grâce à nos prix forfaitaires avantageux, vous offrez à vos élèves une expérience éducative unique et inoubliable. Le parc de la vallée de l'Ancélé. Apprendre en s'amusant, c'est possible. Alors, n'attendez plus. Optez pour un forfait scolaire selon vos besoins et réservez dès aujourd'hui. Téléphone plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77. Contact WhatsApp plus 277 934 025 41. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. On aura passé, on l'espère bien, un excellent moment de télé. Dans la crise congolaise, c'est Washington qui change des narratifs ou c'est nous qui ne comprenions pas mieux les enjeux?
depuis 48 heures. La dernière sortie de Bassat Boulos, Monsieur Afrique de Donald Trump, va dans tous les sens, au point qu'elle suscite fantasmes, polémiques et même défections, notamment dans le camp qui soutient le président Félix Tshisekedi. On va analyser ici sans état d'âme, sans passion, parce que vous savez qu'ici, nous aimons bien les détails. C'est le jour J, un jour historique, parce que le sort de l'ancien président se trouve suspendu sur les lèvres des juges de la haute cour militaire qui vont devoir rendre leur verdict aujourd'hui. Un procès historique, un verdict très attendu. Les juges iront-ils dans le sens des arguments fournis par les avocats de la République, dans le sens du réquisitoire du ministère public, ou dans leur intime conviction, ils vont décider de faire autrement. Dans tous les cas, on est avec vous, dans l'espoir que nous passerons un bon temps de télé. On a deux éminents éditorialistes, analystes, qui vont faire ce plateau avec nous. On est content de vous avoir. Monsieur Ambroise Mamba, analyste politique, éditorialiste et chercheur en sciences politiques. Bienvenue sur notre plateau. Merci Jean-Pierre, merci beaucoup. Un éminent confrère. Merci beaucoup, je suis honoré. Hein. Merci beaucoup. D'être reçu pour la première fois oui, par l'un des meilleurs d'entre nous. Est-il que vous passez déjà ici? Merci pour la confiance que vous nous faites. Merci. Bienvenue chez nous. Et Tsegui Mukelekele qui n'est plus à présenter, un permanent de notre plateau. Merci bien. Comment allez-vous, monsieur? Dieu fait grâce. J'ai salué Ambroise. Merci. Ça fait longtemps qu'on a été sur un plateau de télé avec Harold Badibanga. Ouais. C'est fou. Comment Daniel, ouais. Oui, Mike Moukeba. Ouais. Ça fait quand même un bout de temps. Longtemps, Et notre ami de RTGA, Jacques. Hein? Jacques Moulouba. Que nous saluons. Vraiment. Bien, content. la belle époque, je vois, ça doit être entre 2010, 11, 12, justement. Ou peut-être encore 14, 15. On est content que vous soyez là. On va parler d'abord de ce qui nous concerne nous tous, la circulation à Kin. On a finalement décidé de déployer des militaires, des éléments de l'armée ont été déployés pour tenter de réguler, tenter de réussir là où la police n'a pas pu. Certains y voient un échec collectif, un aveu, étant donné que l'armée a des missions spécifiques, mais on peut toujours recourir à l'armée quand on n'a plus d'autre choix. Ambroise Mamba, prenez la parole quand vous voulez, on a une minute pour... Justement, c'est juste un petit message pour moi. Ouais. Un message dans le sens où on veut dire que la police des circulations routières a échoué. Ouais. Elle fait un autre travail que celui de réguler la circulation. Il y a une certaine connivence, une certaine complicité entre les usagers et la police. Ouais. C'est parfois le mbote à roulage qui fait l'affaire. Mbotalikasu qui fait l'affaire dans cette circulation. Et on a estimé que les militaires, eux, ils vont peut-être pas se fier à cet exercice. On les utilise, on les met... on a appelé ça renfort. Et les deux n'ont pas la même formation. La police, c'est plus une proximité avec alors, la population on civile. crée une militaires. On crée une certaine dissuasion de la part de la population, des usagers, les motards. On crée une certaine dissuasion. Regardez, si vous aviez l'habitude de ne pas respecter la PCR, et vous allez faire face désormais aux militaires qui, eux, ne blaguent pas. C'est peut-être ça le message pour que on puisse un peu discipliner. C'est pour la énième fois que cette affaire s'exporte en Conseil des ministres. À chaque fois, on nous dit qu'on va prendre des mesures. Le président se montre très préoccupé. Je crois au tout début, il a même fait arrêter un élément de la police des circulations routières. Mais comment n'arrive-t-on pas à résoudre définitivement ces problèmes d'embouteillage? Malheureusement, c'est un problème d'absence d'autorité de l'État. Une fois, j'ai publié une tribune que j'ai intitulée Quand Tshisekedi détient un pouvoir privé d'autorité. Un pouvoir privé. Privé d'autorité. Privé d'autorité. C'était quoi le Vous avez les pouvoirs, mais vous n'arrivez pas à montrer que votre pouvoir a une certaine autorité sur vos administrés, par exemple. Donc, quand vous prenez la PCR... On a dit qu'on avait besoin d'un président qui nous ressemble. Bon, non, pas tellement, parce qu'il ne faut pas habituer les Congolais au libertinage.
faut pas habituer les Congolais au libertinage. Si vous habituez les Congolais au libertinage, ils vont vendre sur la route, ils vont transformer la route en un marché et c'est fini. On va déplorer ce qu'on déplore aujourd'hui. Kinshasa est ingouvernable. Aujourd'hui, il y a la saleté, justement parce qu'il manque cette autorité à s'imposer vis-à-vis de ceux qui... Le président ne peut pas être partout. Il ne peut pas être derrière chaque citoyen, derrière chaque policier pour faire observer l'autorité de l'État. Bien. Dans le rôle extraordinaire de l'armée peut jouer. C'est qu'on vient de lui attribuer. Okay. Il y a deux aspects. Mais là, c'est quand on est en temps de paix. En temps de paix, l'armée peut être utilisée à d'autres fins. Oui. Mais on n'est pas en temps de paix. Nous sommes en temps de paix. Pendant que nous, ou le gouvernement utilise l'armée, c'est en temps de paix. Du moins dans la zone où cette armée est utilisée. Dans le temps de paix, il y a regain d'insécurité. Et ce regain d'insécurité frise à du terrorisme urbain. Ambroise l'a dit, une mesure dissuasive, non pas seulement pour la délinquance routière, mais pour les autres formes de délinquance. Vous voyez? Parce que quand une population commence à se prendre en charge dans le mal, nous quittons même la désobéissance civile, nous commençons à avoir des tentatives de ce qu'on a toujours qualifié insurrection et tout et tout. Est-ce qu'on peut reconnaître que dans cette affaire d'embouteillage à Kin, on a tout tenté et tous, on a échoué? Tout à fait, parce que, Ambroise l'a dit, l'autorité de l'État est bafouée, parce que celui-là qui est appelé à maintenir l'ordre public est absent dans son domaine. Maintenant, l'arrivée de l'armée, c'est la dissuasion. Quand on voit la tenue militaire, ça change. L'esprit change. Le conducteur devient un peu, comme les Bangala disent, aliment. Azongi vraiment, na aliment, na molongo. Alors, c'est une bonne stratégie, mais néanmoins, l'armée punit plus que la police. C'est-à-dire qu'il y a la police militaire qui est sur terrain. S'il y a déviationnisme, la police militaire intervient sur le militaire qui va en déviation. Et vous verrez qu'il y aura un problème contre le vagabondage des hommes en uniforme. Normalement, nous commencerons à assister à des arrestations des hommes en uniforme et des gens qui se promènent avec des armes. En divagation. En divagation dans les rues. Donc c'est quand même un acte positif, quoique ça donne cette impression-là de manque de pouvoir public sur la population. Il faudrait que l'armée aussi retourne les motards à l'ordre. Parce qu'en dehors des marchés... Les motards, c'est l'un de nos échecs le plus cuisant. Cuisant, voilà. Mais avec l'armée, je pense que les motards seront à l'ordre. Mais les motards, ils sont fâchés contre le député honoraire d'Élie Sanga qui a dit que dans ce pays, on n'a plus que les jeunes n'ont plus que deux offres, soit jouer au paris sportif ou conduire la moto. Ils se sont sentis touchés, ils sont humiliés. Humiliés. Enfin, vous avez trouvé le mot. Non, mais en réalité, il n'a pas tort. Eux non plus. En fait, n'ont pas tort non plus, c'est fâché. Donc, lui a raison, eux non plus n'ont pas tort. En fait, il a raison par rapport au fait qu'il aurait voulu voir quand même un gouvernement qui donne les possibilités possibles, si vous permettez le barbarisme, aux jeunes, d'avoir des emplois, pas seulement de conduire la moto. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement beaucoup de jeunes qui conduisent des motos et finalement, c'est devenu un peu sale. Quand vous regardez l'image, elle n'est pas belle. Même si il se débrouille avec la moto, il y en a qui se nourrissent avec ça. Mais c'est un secteur qui, s'il est encadré, peut davantage générer des recettes et stabiliser. Justement, mais s'il y avait des emplois, plusieurs ne conduiraient pas la moto. Certains n'ont pas des choix. C'est ce qu'il a voulu dire. Mais effectivement, ils se sont sentis humiliés. Ils ont cru qu'on dit que c'est un travail dérisoire. Non, c'est pour cela. Mais vous savez, les motos, mais comment est-ce qu'on a régulé ça? Ce matin, j'ai vu des motos à Gombe
Par exemple, j'ai appris qu'on a même interdit aux motos d'accéder à Gombe, mais ils sont toujours là. Je vois des images, les policiers en train de poursuivre les motards. Eux, ils n'ont besoin que d'un petit trou pour passer. Ouais. Ils ont juste besoin d'un petit trou. Et après, on ne mettra pas les policiers au coin de chaque rue. Donc, ça sera difficile de les contenir. Donc, l'histoire de la moto... Pour terminer, parce qu'on doit évoluer. C'est très sérieux. Nous pensons qu'il faut seulement les discipliner. Il y a dans la Constitution un article qui vient de partir. Le président de la République a le pouvoir d'instaurer une formation militaire obligatoire. J'ai perdu l'article. Donc, il y a certaines situations sur lesquelles le président devra régler pour récupérer l'autorité de l'État. Parce qu'il y a pas seulement beaucoup d'illettrés parmi nos frères motards et beaucoup d'analphabètes. Ils ont des problèmes avec la PCR parce que, pour connaître le code de la route, il faut avoir appris quelque chose. Un minimum d'instruction. Un minimum d'instruction. Donc, à un moment, à Lubumbashi, avec feu le maire de la ville, Sanguza Mutunda, il avait imposé que pour être motard dans la ville, au centre-ville, il fallait avoir quand même un papier. Donc, être quelqu'un avec qui on peut discuter, on peut te faire comprendre que non, ici, c'est le mauvais stationnement. Ici, c'est un virage, vous ne pouvez pas stationner dans un virage. Ici, vous êtes sur la chaussée. Bon, une petite formation de quelques mois suffit, peut-être, pour mieux comprendre les choses. Mais ça demande d'être au moins lettré, quitter l'analphabétisme pour comprendre. On reste à Lubumbashi. On va au palais, mais à Lubumbashi, dans le Katanga, je vois les Katangais divisés sur le cas Dani. Ah oui. Le cas Dani divise dans les milieux katangais. On a tous suivi. Ça a sorti après un long moment de silence. Il ne s'est pas gêné, il s'en prend, cet aménagement. À l'entourage du président, il a cité quelques 2 ou 3 noms. Kao Mandungu et une autre dame, Lisette, qui fomenterait des coups contre lui. Sa sécurité, il est en danger, ainsi de suite. Tout va bien entre lui et le président, ainsi de suite. Et enfin, il reviendra, il n'est pas en exil. Beaucoup de choses. Mais d'un côté, les autres lui brandissent son côté instable, où il a été avec Katumbi, avec tel ou tel autre, Kabila, ainsi de suite. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette sortie. C'est vrai, on le croyait en exil. C'est vrai, il ne s'est pas sur la coule douce en Europe, où il est. Je voudrais savoir ce que vous pensez de sa sortie et des réactions qu'il y a en ce moment dans les milieux katangais. Ah, ok. Entre-temps, j'ouvre une parenthèse, 30 secondes, je referme. Notre petite Elombe est malade depuis une semaine. Elle est même hospitalisée. Elombe, la petite institutrice de pas la petite, la dame. Elombe. Ah, elle est malade. Elle est malade, oui. Elle est malade, elle est dans un centre hospitalier. Je n'ai pas trop de précisions, mais ça fait une semaine. C'est pourquoi on ne la voit pas. Alors, si la famille peut nous donner plus d'informations, parce que les cas des maladies, on ne peut pas faire des publications comme ça. Ça envoie. J'ai son numéro de téléphone, voilà. je l'appellerai, parce qu'on a échangé il y a 3 semaines autour d'un projet de remise des bancs dans son école. Elle me disait déjà en son temps qu'elle ne se sentait pas bien. Donc, elle a fait beaucoup de voyages, peut-être le changement des climats et tout. On l'appellera après émission. Nous espérons vraiment qu'elle se rétablisse. Alors, Dani Banza, oui, en tout cas, tu as peint le tableau tel qu'il le faut. Dani Banza est dans une confusion d'abord lui-même. Son problème est au niveau de l'espace présidentiel. Oui. Mais il réagit sans avoir été à la maison et faire le toilettage. C'est pourquoi vous voyez le Katanga réagir contre lui sans l'appuyer. Parce qu'il a des problèmes avec l'entourage du chef. Il y a de plus en plus de Katangais qui sont hostiles à Dani. Voilà. C'est parce que dans la maison Dani, comme on le dit dans un langage vulgaire, a chié partout. Quand on dit dans la maison, ça veut dire quoi? Au Katanga? Dans le Katanga. Chez lui. Oui. Dani est un jeune frère qui devait aider le président de la République à éviter tout le déboire entre le président et le Katanga. Dani en est responsable. Il n'y a pas de déboire entre le président et le Katanga. Non, non, qu'on se dise la vérité. Moi, allez-y, je suis du Katanga. Oui. Moi, je suis du Katanga. Quand on veut pointer du doigt
et le chef de l'État, et les autres pointent du doigt les Katangais qui n'aiment pas ça, ce sont les Dani Banza qui devaient gérer. Le président a un ambassadeur itinérant qui est là-bas. Qui était Dani Banza. Bon, c'est lui qui est là. Devait faire le travail que Dani Banza devait faire, mais lui aussi, apparemment, il est dans les pas de Dani Banza. Les plaintes que vous voyez de la jeunesse katangaise, c'est parce qu'aujourd'hui, le président n'a pas une image claire sur la jeunesse katangaise. Et au niveau de l'espace présidentiel, on pense que la jeunesse katangaise n'aime pas le chef de l'État. C'est parce que le chef de l'État n'a pas le répondant qui devait lui donner l'image ou le background de la jeunesse katangaise, c'est Dani Banza. Donc Dani est banni dans l'espace présidentiel et même chez lui. Chez lui. Sur cette terre. Nous sommes d'accord qu'il rentre d'abord à la maison, oui, qu'on fasse le toilettage et qu'il reçoive encore les bénédictions avant qu'il ne vienne ici. Parce que quelque part, quand vous lisez, c'est une malédiction qu'on lui envoie. Donc quand il rentre à Kinshasa dans cet environnement-là, étant maudit par les siens, ça ne va pas passer. On a collé... Qu'est-ce qu'il n'a pas fait qu'il aurait dû? En tout cas, il n'a rien fait sur la jeunesse katangaise pour la coller au président de la République pendant son premier quinquennat. Et au début du deuxième quinquennat, rien n'a été fait. Thierry Zondé est arrivé. Bon, jusque-là, moi, je ne sens rien. C'est que de Thierry... Je l'ai vu recevoir les deux maires qui s'est disputé là-bas à la mairie. Je me demandais bien si ça faisait partie de ces... Non. L'itinérance aux côtés du chef de l'État, c'est présenter au président de la République les problèmes qui ne sont pas étatiques. Mais pas se substituer à une autorité là-bas où on accorde des audiences, on passe à la télé. C'est un problème étatique et un problème de justice. Même si le ministre de l'Intérieur est dans le fond, mais c'est un problème de l'État. Lui, il est un itinérant, c'est pour tout ce qui ne concerne pas l'État dans l'espace Katanga. Bien, là on a compris. Alors Dani, il est tellement dégoûté de tout ça. Voilà. qu'il dit qu'il ne veut plus occuper des postes politiques. Tout ce qu'il n'a pas fait, ce sont ses adieux à la politique. Non, qu'il rentre à la maison, qu'on lui dise des vérités en face. La jeunesse a besoin de lui dire ça en face, parce qu'on l'accuse d'être à l'origine du désordre dans le parti de Baba, UNAFEC. La JUNAFEC, il est accusé d'avoir divisé la JUNAFEC. Il est accusé d'avoir pris Sama Lukonde en otage. Et ça, il a dit lui-même que Sama a des relations personnelles avec le président. Mais... lui, c'est lui qui a pris Sama dans les débuts à la cour. C'est lui, Dani. C'est lui son parrain. Ça dit que si Sama ne fait rien sur la jeunesse katangaise, il y a une certaine jeunesse katangaise qui accuse Dani d'avoir bloqué. Et la parole a tourné. Du coup, Sama, sa position met en difficulté ses poulains. Effectivement. Effectivement. Et d'ailleurs, même Sama a beaucoup perdu parce que quand vous voyez... la jeunesse katangaise, elle est d'accord aussi que Sama tombe, qu'il tombe n'importe comment, parce qu'il y a quand même des remous dans les cœurs de la jeunesse katangaise. Merci bien. Alors, Ambroise Mamba, les exilés, il n'y en a pas qu'à l'opposition. Il y en a également au niveau du camp présidentiel. Dani, on ne le dira peut-être pas, mais il est en exil. Il a quitté le pays parce que, il le dit lui-même, il est en insécurité. Il est en conflit avec certains membres de l'entourage du président. Et il n'y est pas allé par le dos de la cuillère pour trouver des mots qui fâchent. Bon, vous voyez, quand vous écoutez bien ce discours-là, il n'est pas le premier à s'en prendre à l'entourage du chef de l'État. Il y a l'ancien ministre des Finances qui a également parlé Nicolas Kazadi, de l'entourage du chef de l'État. On pensait qu'il aurait été inquiété, il n'a pas été inquiété. Aujourd'hui, Dani Banza parle également de l'entourage, le mauvais entourage du président de la République. Alors, quelque part, on pourrait se poser la question, ils sont divisés à quel niveau? C'est un problème d'intérêt. L'entourage, c'est qui? C'est qui exactement? Lui également étant ambassadeur itinérant du président de la République, on peut dire qu'il fait partie de l'entourage du chef de l'État. Alors, lorsqu'il parle du mauvais entourage, il parle de qui concrètement? Alors, est-ce que ce n'est pas un discours qu'il essaie un peu de travailler pour ne pas donner l'impression qu'il a un problème direct avec le chef lui-même et il serait peut-être mal compris. C'est comme ça qu'il s'en prend à l'entourage du chef de l'État. Oui, les exilés, il y en a également dans l'entourage du chef, pas seulement au niveau de l'opposition, mais également au niveau du pouvoir.
C'est comme ça qu'à un moment, je dis, c'est comme si le président Tshisekedi, c'est comme si, je le dis au conditionnel, c'est comme s'il n'a besoin que de lui-même. C'est comme s'il n'a besoin que de lui-même et non pas des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi concrètement? Il veut peut-être que les gens qui travaillent avec lui soient des oui-wistes. Soit des oui-wistes. Pas des gens qui peuvent quand même arriver à lui dire, Monsieur le Président, à ce niveau, est-ce que vous ne trouvez pas mieux qu'on fasse ceci, par exemple? Hein? Donc, si vous regardez bien ce que fait le président, vous allez vous donner l'impression qu'il se veut lui seul et non pas les autres. Aujourd'hui, Dani Banza est à l'exil, Vital Kamerhe est parti, il y en a même qui ont demandé à Kamerhe de s'exiler également, et c'est pas bon signe. Alors, je reviens... Qu'on peut dire qu'on étouffe toute voix discordante. Effectivement. Oui. On est toute voix contraire ou toute voix qui ne va pas dans le sens. Qui ne va pas dans le sens. Bon, on ne peut pas dire que toute voix discordante est mauvaise. On ne peut pas dire ça. Il y a toujours des voix qui sont bonnes. Il faut les écouter, les analyser. Peut-être qu'on voit des résultats qui sont derrière, les résultats qui sont positifs. Mais le problème ici, parce que les gens sont dans certains intérêts, les gens ont conçu le pouvoir à leur manière. Vous savez, déjà quand on dit par exemple que ça c'est le pouvoir des Kassaïens, et qu'on voit que Dani Banza est un Katangé, pourtant il y a eu un discours séparatiste qui avait développé depuis très longtemps, qui date de très longtemps, pourtant Dani Banza c'est quand même parmi les Katangés des premières heures qui sont venus aux côtés de Félix Tshisekedi. Il vient de dire que c'est lui le parrain de Samalou Kondé avant qu'il ne soit nommé Premier ministre. Dani Banza était ces gens des Katangés des premières heures qui sont venus dans la était dans le précaré de effectivement, mais comme on a dit qu'il a eu des problèmes au Katanga même, on voulait peut-être qu'il se comporte bien là où il est parti. Il a fait des dégâts dans les milieux katangais. Il a été instable, c'est ce qu'on lui reproche. Il a été avec Moïse Katumbi à un certain moment. Il part vers Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qu'il va faire là? Qu'est-ce qu'il a eu comme résultat dans son action autour du président de la République, dans son itinérance, dans l'action qu'il a eu à mener? Alors, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va nous dire que non, regardez, j'ai été dans un mauvais entourage, ainsi de suite. Non. À un moment, quand vous parlez du mauvais entourage du chef de l'État, vous en prenez au chef de l'État lui-même, parce que c'est lui qui recrute, c'est lui qui nomme. Mais comment expliquer que le président finit toujours par se séparer d'avec ses lieutenants des premières heures? Enfin, pas tous, évidemment. On a vu le sort de VK, il est toujours là, mais on connaît quand même qu'il doit être frustré. Il y a eu Fortuna Bissilele, Dieu seul sait où est-ce qu'il est. Il y a eu Videtu Manga, on les voit maintenant un peu plus sportifs qu'en politique. L'ancien ministre des Finances, là aussi, Dieu seul sait ce qu'il pense du pouvoir. Il y a maintenant Dani, à qui sera le prochain? Il semble que le président de la République est prisonnier d'un discours qui est dangereux. Un discours dangereux de croire que les autres le combattent. C'est un discours dangereux. Vous savez, avant qu'il ne devienne président de la République, déjà ce discours avait déjà commencé. On disait que non, on était en train d'accuser Joseph Kabila d'être pro-Rwanda et que tous les collaborateurs de Joseph Kabila étaient pro-Rwanda. Et c'est comme ça que quand il devient président de la République, il s'est retrouvé dans un engrenage de ce discours-là. Monsieur le Président, faites attention, tel ne vous aime pas, tel n'est pas avec vous, ainsi de suite. Il a sa politique, il commence à travailler, il y a le M23 qui surgit, ainsi de suite. Et c'est comme ça que tous les autres deviennent, c'est pas moi, par quel miracle mauvais. Ils deviennent par quel miracle mauvais. Vous prenez les Bisselele, ils sont mauvais, vous prenez François Beya, il est mauvais, vous prenez Vital Kamerhe, il est mauvais, ainsi de suite. Même si on peut le reprocher certaines choses. Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound qui est mauvais. Et pourtant, c'est ce Jean-Marc Kabound-là qui a quand même donné une bonne image de ce pouvoir au début. Et aujourd'hui, cette image du pouvoir s'est tellement détériorée. Et malheureusement, c'est pourquoi je dis, quand vous étudiez tout ça, c'est comme si Tshisekedi n'a besoin que de lui-même et non pas des autres. Mais pour qu'il existe, il a besoin d'avoir tous ses lieutenants. C'est fidèles des fidèles, pas des fidèles des circonstances qui l'ont rejoint quand il est arrivé au pouvoir. Oui, justement, c'est à ce niveau-là. C'est quoi l'objectivité? Comment est-ce qu'il conçoit le pouvoir? Comment est-ce qu'il conçoit l'exercice du pouvoir? Avec qui travailler? Comment recruter ses collaborateurs? Quel est le casting qu'il faut faire? Bien dit, merci. Et d'ailleurs, il y a un
un de ses proches qui disait, il y a une de ses réflexions qui fait le tour sur la loyauté. Allez, comment il s'appelle encore Claude Ibalanki. Il expliquait que la loyauté doit être réciproque. Exact. Alors, quand elle n'est pas réciproque, là, le chef ne crée pas des disciples, il crée des esclaves. Exact. Et quand on est esclave, on finit toujours par se révolter. Voilà. C'est pourquoi, hein, vous savez, hein, Ibalanki parle de la loyauté qui doit être réciproque. Ouais. Moi, j'ai dit tout à l'heure que le chef de l'État nous donne l'impression qu'il n'a besoin que de lui-même. Parce que cette loyauté n'est pas réciproque. Et quand elle n'est pas réciproque, les autres deviennent des esclaves. Tout à fait. Quand ils deviennent des esclaves, finalement, vous allez commencer à les chasser l'un après l'autre. Oui. Et VK, on embraye directement, hein, vous gardez la parole. Vital Kamerhe, qu'est-ce qu'il devient maintenant, notre cher VK, le faiseur du roi? Malheureusement, j'ai réfléchi. J'ai trouvé que Vital Kamerhe s'est retrouvé dans un mariage qui n'existait pas. C'était un mariage qui n'existait pas. Il était le seul à y croire. Un mariage sans amour. Ouais. Il s'est retrouvé avec Félix Tshisekedi dans une certaine circonstance. Dans une certaine circonstance. Il s'est retrouvé à Genève où il devait avoir... On ne va pas refaire toute l'histoire. Il devait désigner un candidat commun de l'opposition. Il n'était pas proche avant. Ils ne s'entendent pas. Les deux ne s'entendent pas. Les deux ne se fassent pas de concessions. Veka et Fachi, à un moment, on les a amenés dans un local pour qu'ils se parlent eux deux. Et il n'y a pas de concessions qui se sont faites tous les deux. Ils ont amené les autres candidats à voter. On a voté Martin Fayoulou. C'est à ce niveau-là qu'ils commencent à s'entendre. Une circonstance. En fait, une union des circonstances. Qui n'était pas basée sur une confiance mutuelle. Non, il n'y avait rien de tout ça. Quelque chose de durable. Et ils créent le cash. Quand ils créent le cash, ils arrivent ici à Kinshasa et ils gagnent la présidentielle sans la majorité. Veka devient le tout premier directeur de cabinet de Félix. Il y a le prochain 100 jours. C'était une humiliation pour Vital Kamerhe. Il a vu ça comme une certaine humiliation. Et quand il a été acquitté, malgré le fait qu'il a été acquitté, il a gardé quand même une dent contre le président. Est-ce que le président, c'est moi, le président n'est pas resté fidèle à son principe, ce qu'il a dit sur Top Congo, justement. Mais en même temps, il s'est contredit. En même temps, il est moins Maïnaye, ceux qui ont Ibi, on va t'arrêter, mais il va à Goma, il dit que non, c'est un garçon sérieux, Kamerhe est un garçon sérieux. Quelques jours après, on la quitte. Imaginez-vous, quelqu'un qui est condamné à 20 ans de travaux forcés au premier degré, 13 ans au second degré, et puis paf, il est à la cassation, acquitté. Alors, une personne comme ça, malgré son acquittement, il y a quand même une humiliation derrière. Quand il a fait sa tournée à l'Est, on l'accusait toujours de voleur. Hein. On lui disait, mais voleur, tu as volé de l'argent, ainsi de suite. Et sa Kamerhe n'a jamais oublié. Il a commencé à adopter une certaine attitude revancharde. Une attitude revancharde envers le président de la République. C'est comme ça que il s'est retrouvé dans un mariage qui n'existait pas. Il est le seul à passer aux primaires, à l'Union sacrée de la nation, comme candidat de l'Union sacrée, candidat président de l'Assemblée nationale, le seul. Et d'ailleurs, il aurait même perdu ces primaires. Il les aurait perdus. Il savait qu'il n'était pas désigné par le président, mais il fait la politique. Quand il passe, il dit, bon, je savais déjà depuis 2 mois que j'étais le candidat du chef de l'État. Ce qui n'était pas vrai. Il était le seul. Il s'est retrouvé dans un mariage qui n'existait pas. C'est à ce niveau-là qu'il a commencé à mener une action avec 2 aspects. Le premier aspect, c'était, en même temps, je dois être revanchard vis-à-vis de ce pouvoir, jouer sa propre ou je dois être loyal. Partageant entre les deux. Et partager entre les deux. Mais à New York, le président a dit qu'il aurait ses demeures, son allié, son frère. Oui, ça c'est de la politique. C'est de la politique. Alors, quand vous prenez une personne comme ça... Mais entre les lignes, qu'est-ce que... Une personne comme ça, il a été emporté. Hein. En fait, son attitude de revancharde l'a emporté sur sa loyauté, même si elle était stratégique. Hein. Même si cette loyauté devait être stratégique, il s'est retrouvé dans cet engrenage. Alors, il a commencé à communiquer, ce sont ses faits et gestes. Kamerhe n'a pas non plus réussi à se débarrasser d'une image d'une personne qui complote derrière les dos des autres. C'est comme ça qu'il y a eu cette pression sur le président et on a mené cette action parlementaire pour le faire sortir. Mais personnellement, c'est quoi mon avis? Allez-y, oui. Alors, cette action parlementaire est menée pendant que 2 provinces sont occupées. Alors, dans ce contexte d'occupation, est-ce que vous voyez la déchéance de Kamerhe nous donner quoi concrètement? Je ne vois rien. Kamerhe était maîtrisable.
maîtrisable, j'emprunte ce terme qui est en vogue, de Camiselo. Donc, Kamere était maîtrisable d'une certaine manière, on pouvait les laisser là. Il ne représentait pas un aussi grand danger. Quand vous le faites sauter, ça va développer cet autre discours séparatiste qui a existé entre, en fait, la chasse à l'homme, la chasse au swahiliphone. Ça va développer ces discours. C'est pourquoi, à un moment, je demande même que son remplacement tienne compte de ça. De sa région. Pour que Ouvira, qui représente aujourd'hui une zone stratégique, et pour le M23, parce que si les verrous d'Ouvira sautent, le M23 va étendre son influence. Et là-bas, il y a l'élu du coin, Justin Bitakura, qui ne cache pas ses ambitions. Et c'est à ce niveau-là, s'il y a des gens qui veulent remplacer Vital Kamerhe n'étant pas de son coin, je voudrais les décourager. Moi, je voudrais demander au président de pouvoir retourner quelqu'un de là. Pour et aussi, on consolide, on renforce ce verrou. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Kamerhe est parti, les autres sont sauvés. Oui, malheureusement. Hein? Les autres sont sauvés. Ce qui prouve que l'action ne visait que Kamerhe, pas les autres. Et la pauvre Inamizi, la princesse Dominique Mundongo a fait les frais et elle est partie. Elle serait restée. Rapporteur adjointe, qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? Allez-y, Thierry Moukeli, vous avez aussi 4 minutes comme votre débatteur, Ambroise Mamba. Le mal dans l'espace présidentiel, Ambroise l'a si bien stipulé, c'est cette façon de créer une cassure entre les groupes qui sont dans l'union sacrée et au niveau de la géopolitique. Voyez-vous? Pourquoi je parle de la géopolitique? Dans l'union sacrée, vous verrez que plusieurs partis politiques sont liés à ce que nous appelons à la tribu. Alors, quand au sein de l'union sacrée, on commence à s'attaquer selon les tribus, on est en train de fragiliser d'abord l'union sacrée, avant même d'atteindre l'aspect sécuritaire, Ouvira, verrou et tout et tout. C'est dans l'union sacrée où on crée cette fragilité. Kamerhe est, ou du moins, il est encore, parce que le président l'a dit, lui n'a pas réagi, est en alliance avec le président de la République. C'était le seul allié au président de la République. Tous les autres sont des mosaïques, de ceci, de cela. Le président n'avait pour allié que... Ça, c'est au premier mandat, mais au deuxième, il y a eu d'autres alliés. Non. Il n'y a pas eu une alliance. En dehors de Cash, il n'y a pas eu d'autre alliance. Les autres ont rejoint un mouvement dit Union Sacrée. Ce n'était pas une alliance. Et quand vous voyez aujourd'hui la charte, pour les autres qui appellent du mouvement populaire de l'Union Sacrée, ça ne donne pas l'air d'un compromis des alliés. Quand vous êtes au FCC, le FCC a des alliés. Il y a des partis politiques qui sont membres du FCC et il y a des alliés. Et le président du PPRD, ancien président de la République, a des alliés qui sont ses alliés au sein du FCC et ses alliés à lui, c'est-à-dire avec qui il a pris langue lui-même en tant que Joseph Kabila. C'est ce que nous ne retrouvons pas chez le président Tshisekedi. Il devait considérer Kamerhe comme son allié avec qui ils ont pris langue. Est-ce que le problème n'est pas que le président ne voudrait pas interférer dans le fonctionnement normal des institutions? Non, c'est faux. Donner un ordre, par exemple, aux députés de ne pas agir librement. Faux. Pourtant, ils sont dans leur... C'est faux. Dans le monde entier, dans toute politique du monde, même chez les dictateurs Poutine, il y a toujours un mot d'ordre du chef. Kamerhe ne pouvait pas tomber sans l'aval du président de la République. Impossible. Le chef de l'État, sur ce point, ne peut pas convaincre les Congolais. Jamais. Kamerhe ne pouvait pas tomber sans que lui-même ne donne son accord. Kamerhe ne pouvait pas être bloqué à la cour d'appel. Il était à la cour d'appel. Hein, oui, c'était à la cour d'appel, à 4e rue. Il ne pouvait pas être bloqué sans l'aval du chef. C'est impossible.
Vous savez, à l'époque, il y a certains comportements qui s'est passé aussi ainsi. Mais le célébrissime Kalev Mutonde, qui connaît bien les relations des Tatou et le chef, Kalev viendrait vous enlever de là. Parce que vous protégez les intérêts du chef. Donc si Tatou vous tombez, c'est le chef qui a donné l'ordre. Et le Kalev ne viendra jamais intervenir. C'est ça le renseignement. C'est ça l'ANER, c'est ça le DEMIAP, c'est ça le CNS. Ces services-là interviennent pour les intérêts du chef. Monsieur Tatou venait de tamponner quelqu'un, cette personne est décédée. Monsieur Tatou est à la police. Kalev vient d'abord vous soustraire de là. Et puis on arrange. Kalev va voir dans la famille du défunt, on arrange. C'est ça le renseignement. Qu'est-ce qu'il est devenu, Kalev Mutonde? Dernièrement, je l'ai vu dans un supermarché, en babouche, et avec un jean. Donc il est vraiment libre dans ce mouvement, citoyen libre. Ouais, il a été au service de la République. Alors, le président de la République, Ambroise, a réveillé un peu... Pour atterrir, parce qu'on doit passer à une autre Ambroise sujet. a réveillé un peu des écueils autour de cette gestion-là de son entourage. Le président doit éviter ça. Le président doit jouer plus avec la sûreté de l'État. Le président devait protéger Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila est là-bas, ce n'est pas Moutamba. C'est le président de la République. C'est le président de la République. Joseph ne pouvait jamais, et les autres ne pouvaient jamais inventer un truc qui n'existe pas en droit constitutionnel. Nous amenons un sénateur à vie devant l'auditorat général. Ça n'existe pas en droit constitutionnel. C'est passé parce que le chef voulait que ça se passe ainsi. C'est pourquoi on a inventé un droit par Moutamba, et qui n'est pas même venu du ministère de la Défense, qui a un droit d'injonction sur l'auditorat général, mais le ministère de la Justice civile fait ce droit-là. Parce que le procès Kabila, parce que vous en parlez, parlons-en carrément. On attend, c'est le jour J. Bon, tout Congolais sait que Kabila était déjà condamné dès lors qu'on a annoncé les procès. Et quand vous suivez même... condamné avant même que le procès n'ait élu. Même Moutamba l'avait dit. Tokoboto la banini naye, yangonde bandaki osali saye, asala ba action criminelle ou azo sala. Nanga, avant même que le procès ne commence, Moutamba avait dit déjà que Nanga sera condamné, on connaît ses biens, on va arracher ses biens. Et directement, on a vu une couche de population aller dans les maisons de Nanga, piller et faire ça. Ça dit que c'est une mauvaise politique qu'on a laissée dans l'espace présidentiel. Je reviens encore en... Vous avez aujourd'hui notre ancien président condamné en France, Nicolas Sarkozy. Vous avez au Brésil Jair Bolsonaro qui a des années judiciaires lui aussi. 48 heures avant la condamnation de Nicolas Sarkozy, Macron l'a reçu pour le conseil. Parce que Macron voyait sa politique s'envoler. C'est Sarkozy qui est allé le conseiller, qui lui a dit « Attention, tu as un problème avec l'histoire de la Palestine, tu as un problème avec l'histoire de Poutine, le peuple n'aime pas ça. » Mais Sarkozy allait répondre devant la justice. Si ce n'était pas l'injonction du président de la République, Kabila serait aux côtés de son frère Tshisekedi. Entre-temps, si réellement Kabila aurait mal agi, la justice devait poursuivre son travail. Mais Tshisekedi écarte Kabila et il y a une justice après Kabila. Non. C'est politique. Donc aujourd'hui, pendant il sera reconnu coupable. Il sera reconnu coupable. Condamné à mort. Condamné à mort. Les biens saisis, tel que Moutamba l'avait déjà dit. À moins que la nouvelle politique du ministre actuel, qui ne jure que sur un pouvoir anticorruption et anticorruptible, les donnes peuvent changer. Parce qu'au niveau de la justice militaire, il recevait des instructions. Nous n'avons pas vu la technicité du droit pénal militaire. Tatou, moi j'ai été arrêté par l'armée. Si l'armée veut te coincer, l'armée a toutes les technicités pour te coincer. Mais j'ai eu la vie sauve parce que j'ai coopéré avec l'armée, leur présentant que j'ai travaillé pour le compte du gouvernement. Mais Kabila, c'est l'armée qui veut démontrer qu'il n'a jamais travaillé pendant 18 ans. Et que les avocats viennent nous apprendre qu'il n'est pas congolais, c'est un espion.
Et la justice ne recadre pas les avocats de la République pour leur dire que nous, en tant que justice, nous savons que Kabila est congolais. Mais la justice dit aux avocats que c'est le gouvernement qui a le pouvoir de retirer la nationalité à un citoyen. Et le gouvernement, au travers le ministre chargé de communication et porte-parole du gouvernement, il vous dit que nous poursuivons Kabila parce que c'est un ancien président et que dans l'exercice de son pouvoir, il devait se retenir. Vous voyez dans quelle confusion se retrouvent? Les avocats de la République ne reconnaissent pas la nationalité de Kabila, mais la République nous informe et nous confirme que c'est lui l'ancien président. Il est né de père et de mère congolais et son organe poursuivant vous confirme aussi que... Risque-t-on de créer un précédent fâcheux avec ce procès inédit, historique? C'est un précédent fâcheux parce que entre Tshombe et Lumumba, des grands amis, des vieux amis, il est resté un précédent sur lequel la famille Tshombe est en train de payer. On a détourné l'attention de tous les Congolais et du monde que c'est Tshombe qui avait tué Lumumba. Or, c'est faux. Le vieux Munkamba est encore en vie. Le vieux Munkamba connaît toute l'histoire. Peut-être si nous essayons de la raconter, nous risquons de faucher parce que lui, il est en vie. Munkamba Jonas. Munkamba Jonas. On connaît comment est-ce que Lumumba et les compatriotes sont partis de Kinshasa. Ils ont fait escale sur l'espace Kasaï avant d'atteindre le Katanga. Et Lumumba était en agonie et ses compagnons. D'où, aujourd'hui, quand vous voyez, nous rentrons dans le conflit que Ambroise a évoqué. Les Baluba, et on dit les Baluba du Kasaï et les Baluba du Katanga. Et maintenant, ça se généralise. Les Kasaïens au Katangais. Or, ce faux conflit Baluba, c'est un faux conflit parce que Tshombe avait Cléophas Moukeba qui représentait le pouvoir de Kalonji Moulopoué, MNCK, dans le gouvernement sécessionniste du Katanga. Et Cléophas Moukeba était de Bakwanga, donc Mbujimaï actuellement. Alors, ça dit, pendant la sécession, c'est faux. Il n'y a jamais eu un problème entre les Katangais et les Kasaïens. Ce terme a pris de l'ampleur dans les 30 dernières années. Et c'est ça le danger que Ambroise a évoqué. J'ai essayé d'ouvrir les brèches pour que les gens comprennent que c'est très dangereux. Nous devons éviter de nous répéter parce que nous connaissons là où ça nous avait amené en 95 et aujourd'hui en 2020-2025, nous sommes en train de réitérer la même histoire. Merci bien, vous avez pris 7 minutes, Thierry Mokele, qui vous prenez la parole. Vous avez fait beaucoup de tribunes sur cette question, des émissions, des tweets. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit? Et à quoi est-ce que vous vous attendez aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si je vais prendre 20 minutes, je ne sais pas. Ah, vous en prendrez 7. Vous en prendrez 7 comme votre co-débatteur. Bon, en fait, cette question me dérange beaucoup. Parce que j'ai fait beaucoup de tribunes sur la question. Quand vous parlez du procès contre Joseph Kabila, ce procès, il me rappelle d'autres procès qui ont existé pendant le règne de Félix Tshisekedi. Il y en a 6. Les 6 affaires emblématiques. Vous avez Kamere, vous avez Bisselele, vous avez François Beya, vous avez Matata Pogno, vous avez lui-même Joseph Kabila et puis vous avez Constant Mutamba. Quand vous prenez ces affaires emblématiques, nous ne sommes pas dans une justice, nous ne sommes pas dans un temple d'équité et de justice. Ça nous donne l'impression d'être en face d'une arène des luttes pour le pouvoir. Nous sommes en face d'une arène des luttes pour le pouvoir. Ça n'a rien à voir avec un temple d'équité ni de justice. Non. C'est pourquoi Vital Kamerhe, après sa condamnation, a été acquitté tout simplement. Vous voulez dire que c'est des procès politiquement motivés? Oui, justement, politiquement motivés. Alors, vous prenez maintenant le procès contre Joseph Kabila. Je vais avoir deux versions là-dessus avant de faire une recommandation. La première version, c'est contre Joseph Kabila lui-même. Parce que Joseph Kabila ne nous a pas aidés. Il n'a pas aidé le pays dans quel sens? Il est vrai qu'il a des choses qu'il a reprochées à son ancien partenaire, Félix Tshisekedi, qui était son ancien partenaire. Il lui reproche certaines choses, ainsi de suite. Et
il est allé appuyer un narratif rwandais. Un narratif rwandais de dire que ce qui se passe au Congo est un problème congolo-congolais. Et la présence de Kabila à Goma a été, pour moi, c'est mon avis, a été ce soutien à ce narratif rwandais. Et c'est pour cela que je trouve que si les pourparlers de Washington et de Doha ont commencé à patiner, c'est justement parce qu'il y a eu cette présence au plus haut niveau, parce que Joseph Kabila, c'est un ancien président de la République, 18 ans à la tête du pays, quand on dit que, mais effectivement, c'est lui, regardez, c'est un problème congolo-congolais, il est allé à Goma, il a consulté, il est allé à Bukavu, il a consulté, c'est un problème entre eux, il faut les laisser traiter ça entre eux. Et là, on a perdu. On a perdu une partie de la bataille parce qu'on était en train de gagner à travers l'accord de Washington. Bien évidemment. On va parler de l'accord, on va en parler. Oui. Alors, maintenant, on en arrive à ce procès. Parce que Félix Tshisekedi s'est dit, bon, parce que si je dois avoir des cartes, je dois intenter un procès contre mon ancien partenaire, comme ça je peux équilibrer les discussions au niveau des Doha. C'était encore une contradiction. À l'époque, j'ai fait une tribune pour dire que non, la contradiction du gouvernement, c'était le fait que vous accusez quelqu'un qu'il est le patron de l'AFC et en même temps, vous ouvrez un procès contre lui. C'est vraiment contradictoire. Mais en même temps, il y avait un piège pour pousser le M23 et l'AFC à endosser officiellement Joseph Kabila comme étant membre pour qu'il soit couvert par l'accord final qui sortirait de pourparlers des Doha. Alors, maintenant, vous prenez ce procès lui-même. Il nous amène à quoi? À rien. À rien. Parce qu'aujourd'hui, si on condamne Joseph Kabila, parce qu'on a dit qu'il est déjà condamné le jour où on a ouvert le procès, si on le condamne, si on condamne Joseph Kabila, aujourd'hui, on va reculer. On va faire plusieurs pas en arrière. Le ciel tombera-t-il pour autant sur nos têtes? Je ne veux pas le dire, oui. Mais j'ai dit qu'on va reculer. Pourquoi on va reculer? Expliquez-vous. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'union et non de la désunion. Il est vrai que l'AFC et l'M23 a trouvé les Rwandais comme un partenaire, comme ça se fait partout. Parce qu'ils disent que non, Félix Tshisekedi gère mal le pays, on doit le renverser. C'est des bonnes guerres qui existent, ainsi de suite. Même s'il y a eu effectivement des morts. Mais à ce niveau-là, dans un contexte de crise sécuritaire où deux provinces sont occupées, les Congolais ont besoin de s'unir et non de se diviser. Si vous condamnez Joseph Kabila aujourd'hui, vous allez le radicaliser. Il va se radicaliser. Comme pour dire qu'il n'aura plus rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Il va jouer les tout pour les tout. Et quand il va jouer les tout pour les tout, les mêmes Rwandais dont vous parlez, vous dites que c'est son partenaire, il va en faire effectivement son partenaire. Le même Ouganda, il va en faire son partenaire. Parce que le projet de balkanisation de la RDC n'a pas commencé avec Joseph Kabila. C'est un vieux projet des Américains. Les Américains ont des relais régionaux. Le Rwanda et l'Ouganda sont des acteurs directs de l'occupation militaire de la RDC. Pour arriver à ça, vous avez également les Kenyans. Alors, si vous condamnez Joseph Kabila aujourd'hui, vous le condamnez, vous les poussez à se radicaliser. Il va avoir une posture un peu très radicale par rapport à celle qu'il pouvait avoir, peut-être un rapprochement. Ça ne va pas conduire à la désescalade, ça ne va pas conduire à un rapprochement, et il va se replier sur soi-même, et à ce moment-là, on aura perdu. Qu'est-ce que l'AFC et le M23 ont à perdre aujourd'hui? Aujourd'hui, les deux provinces sont occupées. Puisque les deux provinces sont occupées, si l'occupation se prolonge, c'est en défaveur de Kinshasa. Tout à fait. C'est en défaveur de Kinshasa. C'est Kinshasa qui a intérêt à faire que l'on récupère les deux provinces qui sont occupées. Ce n'est pas l'AFC et l'M23. Si vous dites que l'AFC, ce sont des pantins, si vous dites que l'AFC et l'M23 est un proxy rwandais, eh bien, ils vont continuer dans leur rôle de proxy pour peut-être nourrir les intérêts du Rwanda. Vous croyez qu'ils vont faire quoi? Et l'occupation va se perpétuer. Et si elle se perpétue, on va tendre vers une partition de la RDC. Oui, c'est là que Kinshasa a une responsabilité de considérer que Joseph Kabila, s'il y aurait eu des problèmes, on ne le condamne pas. On la quitte, tout simplement. On ouvre une brèche. Prenez l'art de la guerre de Tunzu, qui déconseille qu'on asphyxie un ennemi acculé. Il déconseille ça. Si vous encerclez un ennemi dans une ville, vous devez lui laisser une issue.
Il y a peut-être une issue, quelque part. Qui lui resterait, enfin, Oui, sur le plan de la justice, comme la haute cour militaire décide. Donc là-bas, comme c'est par défaut, s'il est Mais c'est en condamné, premier et dernier ressort. C'est en premier et dernier il ressort. ne pourrait que revenir en cas de révision. Ça signifie que si lui-même acceptait de comparaître, ce qui n'est pas évident pour lui. Et alors, la seule issue qui lui reste, c'est l'amnistie. Oui, mais l'amnistie Oui, une grâce présidentielle. Mais la grâce présidentielle ou l'amnistie. Mais ça dépend toujours de Tshisekedi lui-même. Mais pourtant, puisque ça dépend de lui, pourquoi il ne l'est pas l'éviter maintenant? Pourquoi attendre que ça pourrisse pour prendre l'amnistie après? C'est pourquoi je dis que si vous encerclez un ennemi, il faut lui laisser une issue. Il ne faut pas l'asphyxier. Si vous l'asphyxiez, il va avoir une certaine résistance désespérée. Il peut vous emporter vous-même. Alors, c'est pourquoi on doit être fort, on doit renforcer la stratégie d'anticipation. On anticipe les événements. On doit faire des actions calculées. L'action A pourrait produire la réaction B qui permet la manœuvre C. Et à ces moments-là, quand vous avez des actions calculées, vous savez aider votre pays. Mais quand vous n'avez pas des actions calculées, vous n'aidez pas votre pays. C'est pourquoi je dis qu'on ne devrait pas condamner Joseph Kabila. Il ne faut pas le condamner. Il faut lui laisser la possibilité de revenir à la raison. Moi-même, je propose, c'est pourquoi j'ai dit que je vais faire une recommandation. C'est pourquoi je propose même, cette histoire de dialogue, moi, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Je propose une rencontre. Une rencontre, d'abord à deux. Kabila, Tshisekedi, ils ont des choses à se dire. Ils en ont. Les deux. Ils ont des choses à se dire. Sans intermédiaire. Oui, un intermédiaire, certainement, quelqu'un qui va faciliter la rencontre. Quelqu'un qui va faciliter la rencontre. Ils ont des choses à se dire. Ils vont se reprocher des choses mutuellement. Mon cher, tu avais fait ceci, à tel niveau, ainsi de suite. Après, on élargit à Nanga. Après avoir élargi à Nanga, on élargit à d'autres. Katumbi, Fayoulou. C'est peut-être après qu'on pourrait avoir ce qu'on appellerait dialogue. Parce que le dialogue actuel de la Cinco et ceci à travers la feuille de route, selon moi, place Tshisekedi au-dessus de la mêlée et ça rejette Kabila et les Nanga. Parce que l'histoire a démontré que quand vous placez... Aller dans ces formats, on n'aura pas évolué. Au-dessus de la mêlée, vous n'évoluez pas. Il faut chercher à permettre un échange où les gens peuvent parler d'égal à égal. Le chef de l'État peut rester le chef de l'État, mais on aplanit les divergences. On détruit les narratifs rwandais de dire que c'est un problème congolo-congolais. Les Congolais se parleraient à ce moment-là. Vous verrez que le processus de Doha va prendre de la vitesse et ça va se terminer. Sinon, dans les contextes de condamnation de Joseph Kabila, Doha va nous donner un accord avec des résultats dérisoires. Doha, parlons-en. Je vous avais donné 8 minutes, vous en avez pris 10. Ah. J'ai bien chronométré. Okay, Doha. Les choses pataugent là-bas. À New York, le président a dit qu'il y avait des avancées quand même en ce qui concerne l'échange des prisonniers. Mais quand on suit M. Afrique de Donald Trump, à la question lui posée par l'excellent Marius Munga, c'est là qu'on comprend la perception que l'Amérique s'est fait de la crise congolaise. Ouais. Nous ne jouerons pas le même tango. Ouais. Est-ce que c'est nous qui le comprenons maintenant ou Boulos a été travaillé? Parce que maintenant, il est critiqué de toutes parts. Les foudres de nos collègues partisans du président Tshisekedi s'abattent sur ce monsieur. L'un a même demandé qu'on les récuse, qu'il soit déclaré indésirable parce qu'il sert la cause de l'ennemi. On n'a plus que 15 minutes pour la fin de l'émission. Les bonnes choses... J'aurais voulu qu'il y en ait encore beaucoup plus. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser la parole Prenez la parole. Alors, le problème des Congolais, c'est que les Congolais sont trop émotifs. Quand on récuse Boulos de cette manière-là, les Congolais sont trop émotifs. Il faut bien étudier les enjeux. Ouais. Quand vous regardez dans la position des Américains, il y a un certain répit. Les Américains avaient une certaine position au départ. La position a totalement changé. Il faut maintenant se poser la question de savoir qu'est-ce qui a fait changer cette position Est-ce américaine. que ce n'est pas lié à la nature même de l'administration actuelle avec Donald Trump qui change de position à tout va? Oui, mais justement, c'est là que je dis que il faut d'abord bien comprendre les enjeux de la guerre de l'Est. Quelle est la politique américaine internationale?
Ok. Qu'il soit avec l'administration des Républicains ou l'administration des démocrates. Ouais. C'est quoi la politique américaine par rapport à ça? Si nous comprenons cette politique américaine, on va se refuser un certain triomphalisme du départ. On avait ça au début, on a gagné, ainsi de suite. Et aujourd'hui, les langues ont commencé à changer pratiquement. Boulos a utilisé un terme qui m'a effrayé. Un terme qui m'a effrayé. Il a dit que non, on avait signé l'accord de Washington, mais on ne comprenait pas une chose, que c'est le M23 qui était pratiquement la pièce du Pulse. La pièce du Pulse. C'est comme s'il veut dire que sans le M23, l'accord de Washington n'aura pas d'essence. Ne sera pas exécuté. Mais pourtant, c'est un accord qui existe, qui demande son exécution entre deux nations. Si le Congo, si le problème est un problème congolo-congolais, on ne pouvait pas évoquer le M23 dans un accord international signé entre deux nations. Que devient le M23 dans un accord de Washington? C'est là que j'ai dit, il a utilisé ce terme qui devrait nous interpeller, nous, Congolais, pour comprendre qu'il y a eu quelque chose qui a dû se passer. Pour changer c'est ça la qu'ils pensaient position depuis américaine. longtemps, ou maintenant ils ont mieux compris les enjeux. Oui, mais justement, c'est à ce niveau. Parce qu'on m'a dit, Marius, le visage des Boulos était porteur d'espoir depuis un temps. C'est pourquoi je dis, vous voyez, le Congo a connu ce qu'on appelle la guerre d'agression. Il ne fallait pas négliger les Congolais là qui sont dans ça. Joseph Kabila, les Corneille Nangaa, il ne fallait pas les négliger. Il fallait voir comment être avec eux, travailler avec eux. Mais on les a laissés. Un jour, j'entendais Corneille Nangaa disait quoi? Je n'ai rien à perdre. J'ai été condamné à mort. Mais bien saisi. Je n'ai rien à perdre. Ces gens-là, ils jouent le tout pour le tout. À ce moment-là, c'est vous qui ne comprenez pas. Maintenant, on nous pousse à parler. Mais nous, on est déjà là maintenant. Comment va-t-on faire? Est-ce qu'on va quitter le processus? Est-ce qu'on va dire que les États-Unis nous ont trahis? Le président était-il au courant de ces narratifs? Ou c'est maintenant qu'il l'apprend autant que nous? Oui, mais c'est à ce niveau-là que je dis que quand les gens étudient les enjeux, quels sont ces gens-là qui étudient les enjeux? Quelles sont les conclusions auxquelles parviennent ceux qui étudient les enjeux pour orienter l'action du chef? C'est à ce niveau-là que se pose le problème, justement. Quand vous n'étudiez pas bien les enjeux, vous allez vous tromper dans votre et à perception à ce stade, on ne peut pas quitter la table des discussions. Non, on ne peut pas quitter. On ne peut rien. Les États-Unis, c'est pas Rwanda ou l'Afrique du Sud où on pouvait dire on n'y va pas, on reste. Ce qui est vrai est que militairement, aujourd'hui, le Congo ne peut pas gagner une guerre. Il y a pourtant des frappes de l'armée sur le M23. Oui, mais ça justement. Mais justement, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on récupère les deux provinces qui sont occupées. À moins qu'on nous dise que ces deux provinces n'ont pas leur importance. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de surfer sur un discours aussi très dangereux par rapport au changement de la Constitution. Aujourd'hui, c'est comme si on a oublié ces deux provinces. On devrait rester là. C'est pourquoi je dis que la condamnation de Joseph Kabila est une erreur. Une erreur. Bien. Thierry Moukelekele, vous avez beaucoup de choses à dire. Vous prenez 6 minutes comme lui sur cette conférence de presse, Marius, qui nous a permis de comprendre ce que pensent les États-Unis sur la crise congolaise. Un analyste a dit qu'en fait, les États-Unis ne disent que la réalité. Et c'est nous qui voulons donner une autre image à la question. Quand on pose la question sur la rencontre à la Maison-Blanche entre le président Tshisekedi et Donald Trump, il n'y a aucun rendez-vous dans ce sens. On a pensé que ça se ferait en septembre parce qu'il y a eu des rendez-vous qui avaient été avancés. Autant quand nous parlons du génocide au Congo, là-bas, on parle plutôt des mesures défensives du Rwanda. D'ici le 1er, on devra commencer les premières actions des traques des FDLR avant que le Rwanda n'élève ces mesures défensives. Il y a beaucoup de choses sur cet accord. Vous avez la parole. Thierry Moukelekele pour le fond de votre pensée. Bien. Joseph Kabila, il faut bien le connaître et mieux le connaître. Jusqu'au moment où nous discutons avec Ambroise et toi, Joseph Kabila n'a pas encore sorti le roi dans ce jeu-là.
Il Le roi, surfe c'est-à-dire le jeu d'échecs. Oh, ok. Il surfe sur la composition des autres pions. Et il pousse l'autre joueur à manipuler en mal ses pions. L'histoire des États-Unis d'Amérique, c'est l'erreur de Kinshasa. Ce n'est pas l'erreur de Joseph Kabila. Quand vous lisez le dernier discours de Joseph Kabila, son discours solennel, Le discours des 42 minutes. des 42 minutes, c'est là où Ambroise a tenté de le condamner. Mais je veux rappeler à Ambroise que Kabila n'a fait que jeter le dé. Sans prendre part active au jeu, il a jeté juste le dé et les autres ont mordu. Vous savez pourquoi est-ce que les Blancs, pratiquement les Américains, ont fait machine arrière? Parce que Kabila ne pouvait pas les intimer, c'est une grande puissance, comme il a intimé aux Africains. Vous vous souviendrez qu'il dira que les armées étrangères doivent quitter Goma. Ça n'a pas fait une semaine. Hein? Les gens ont commencé à se replier. À la Samir, justement. Qui a quitté. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, ceux qui étaient à Lubumbashi ont quitté ou vont quitter bientôt. Plus de 3000 étaient en attente à Lubumbashi pour renforcer Goma. Ils vont partir. Les gens n'avaient pas compris le message de Kabila. Vous m'avez accusé d'être rwandais, je vais vous démontrer que je n'étais pas rwandais. Je n'étais pas en odeur de sainteté avec ces gens-là. Je me réconcilie d'avec. Vous pensez que Kagame, son service lui dit que c'est l'ancien président de la RDC qui appelle à ce numéro. Vous pensez que Kagame ne devait pas sauter sur l'occasion? Parce que déjà, vous, Kinshasa, vous étiez en train d'accuser. Kagame sautait sur l'occasion disant que oui, que Kabila vienne parce que maintenant, lui, finalement, il va me blanchir. Et Kabila a fait ça à dessein parce que c'est ce à quoi Kinshasa s'attendait. Mais quand vous lisez entre les lignes, même sur la sécurité internationale, il n'y a pas de lien entre Joseph Kabila et Kagame pendant les 7 dernières années. Leur prise de bec-bec, c'était quand Kagame est président de l'Union africaine. Oui. Il appelle Joseph Kabila, il lui dit, dans nos rapports, en tout cas, ne publiez pas les résultats. Les résultats que vous voulez publier là, vous ne les publiez pas. Les résultats consacrant la victoire de Félix Tshisekedi. Ouais. Parce qu'au niveau international, et certains observateurs, surtout l'Église catholique, confirmaient la victoire de Martin Fayulu avec 62%. D'où l'international était d'accord qu'un opposant prenne le pouvoir. Mais pendant ce temps, Kabila a joué le jeu. Il a tenté de parler avec Fayulu. Fayulu s'est rendu plus radical. C'est comme ça que Kabila a ouvert une autre brèche. Celui-là qui était dans l'opposition avec Fayulu, au lieu que j'impose Shadari, il y aura beaucoup de morts avec l'histoire de la Mouka. On expliquera ça un jour. Il y aura beaucoup de morts, alors on prend quelqu'un. C'est comme ça qu'on a négocié le pouvoir avec Tshisekedi. Et la communauté internationale savait que c'est un pouvoir négocié. Vous vous souviendrez qu'on a appelé même que le président, c'était un président protocolaire. C'est lui qui gère le pays, c'est Kabila. Vous vous souvenez de ces narratifs-là. Les Blancs ont inculqué ça dans le mental des Congolais et les siens du président Tshisekedi l'ont rejeté. Et pour qu'il ait confiance en eux, il fallait qu'il se débarrasse de son frère. Alors que devant Angela Merkel, le président jurait que ça sera la première fois chez nous qu'il y ait un président entrant vivant et un président sortant vivant. Je veillerai sur mon frère Kabila. Et notre grand-père américain là... Mike Hammer. Non, l'autre... Monsieur Afrique. Le premier Monsieur Afrique qui nous a toujours inquiété avec l'histoire de balkanisation. Cohen. Herman Cohen. Herman Cohen va dire clairement que non. Le président Tshisekedi ne peut pas dire ça. Et il le dit en Allemagne. Je lui donne 2 ans. Il va se séparer avec Kabila. Vous vous rappelez? Bien sûr, on avait. Les Américains avaient dit que Tshisekedi va se séparer.
Et on a mis un mécanisme en place pour détruire la relation des deux. Lui, le président, a mordu à l'hameçon. Entre les deux, c'est lui qui a quitté l'alliance. C'est Tshisekedi. Kabila n'a jamais déclaré qu'il avait quitté l'alliance. Jusqu'au moment où il est à Goma. C'est ce que Tshisekedi vient de faire avec Kamere. Mais entre-temps, il dit que moi et Kamere, nous sommes toujours alliés. Alors qu'on a brisé l'alliance. Voilà, maintenant Boulos. Pour terminer. Boulos, c'est Kinshasa qui lui a donné le souffle de dire ce qu'il a dit. Il savait, et tout le monde savait, que la Maison-Blanche ne ferait rien du tout que de chercher un pan pour revenir sur le marché africain que Kabila avait bloqué. Sarkozy a répondu quoi? Sarkozy n'a pas reconnu le génocide. Sarkozy vous parle d'une crise humanitaire et il dit que je propose d'ailleurs que tout le monde vienne chez moi maintenant et moi je vais traiter cette crise-là. Or, le président, en allant avec le Génocoste, tu l'as dit, son équipe n'a pas travaillé dessus. On n'a pas travaillé pour que le président démontre que nous avons besoin que vous reconnaissiez que chez nous, il y a eu génocide. Et c'est quoi un génocide? Selon l'homme blanc, un génocide, c'est autre chose que Génocoste qu'on présente. Voilà pourquoi est-ce que le président n'a pas mordu. Il n'aurait pas dû amener ce discours-là, là-bas. Ce qui a fait que les Congolais ont été repoussés encore à la table. Il a parlé de la zone Swahili. La zone Swahili, ce n'est pas seulement une affaire de la République démocratique du Congo. La zone Swahili s'étend du Katanga, passant par le Maniema, disons, prenons le Grand Kivu, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, jusqu'en Tanzanie. Jusqu'au Kenya. C'est ça la zone Swahili. Ça dit que si Kinshasa fait l'erreur des Bas-Swahili du Congo, il colle cette partie à l'EAC. Voilà pourquoi le Kenya est allé à Goma. Parce que c'est l'espace Swahili. Voilà pourquoi l'Ouganda, quoique étant allié militaire de Kinshasa, l'Ouganda est là-bas parce que c'est l'espace Swahili. Je donne raison à Ambroise quand il interdit, ça c'est une interdiction, de condamner Kabila. Cette interdiction, elle est valable et fondée. Parce que Kabila ne va pas jouer le tout pour le tout. Non. Kabila va laisser pourrir la situation que Kinshasa est en train de créer. Parce que Kinshasa crée une situation en sa faveur. Aucune déclaration. Aucune attaque. Et pendant que Kabila est là, le semblant de cesser le feu semble se faire respecter. Donald Trump, pour savonner Kabila, ça ne lui demande rien du tout. Mais il n'a pas parlé de Kabila. Pour savonner Nanga, ça ne lui demande rien du tout. Donald Trump pouvait même dire que pour mettre la paix en RDC, on va arrêter Nanga et Kabila. Même si c'est faux, ça devait créer autre chose. Et même la panique dans ce camp-là. Mais quand ces Blancs-là laissent agir Kabila et voyager, les services, Pentagone, tout le monde, on voit les mouvements de Kabila à l'est, jusque dans la partie australe, ils rentrent. John Kerry, c'est John Kerry, hein? John Kerry avait dit à Joseph que fais tout pour ne pas salir 2016 parce que les États-Unis ont besoin de toi dans l'avenir. Merci bien. Je vous donne 1 minute et demie. Franchement, déjà. On aurait bien voulu passer beaucoup de temps, mais vraiment. Vous êtes tous les deux professionnels. Vous savez que la pertinence d'une émission justement ne s'inscrit pas dans sa durée. Tout à fait. On peut dire beaucoup de choses intéressantes en si peu. Ouais. Vous avez fait un coup de gueule hier autour de l'appréciation du franc congolais sur le dollar. Bon, en début de soirée, on a vu au niveau du pain un tout petit changement. Le pain qui s'est vendu à 500 et à 400. Mais le problème maintenant, c'est que vous avez le taux directeur de la Banque centrale qui dit autre chose. À la cité, on frôle même le 23. Bon, tout ce qui se passe est tellement contraire aux théories économiques. L'économie. Quand vous ne produisez rien, comment est-ce que vous stabilisez votre monnaie? On n'a rien produit et puis on dit non, on a baissé le taux, ça va impacter les prix. D'ailleurs, c'est parti très vite. Quand est-ce que
Pain Victoire a écoulé son ancien stock pour avoir un nouveau stock lié au nouveau taux d'échange. C'est de la manipulation. Spéculation. C'est une spéculation tout simplement. Et ça ne va pas durer malheureusement. Et ça ne va pas durer. Il faut que le gouvernement travaille sur des réformes par rapport à la production locale. Et si on produit, là on peut donner... on peut justifier une instabilité au niveau du cadre macroéconomique. Bien. On aura l'antenne. Ok. Juste deux trucs. Le premier, c'est qu'il a raison. D'ailleurs, Nico Faye a comparé la grandeur des deux pains, comme il avait comparé la grandeur de la bouteille de 500 millilitres et de 400. Ils ont perdu en termes de grammage. Voilà. Donc notre confrère essaie vraiment donner de la peine et spécialisé. Il connaît un matériel didactique. Il devient un expert dans ce domaine-là. Alors, dès lors que j'ai suivi Nico Faye comparer les grammages de pain, j'ai rejoint ce que Ambroise vient de dire et que nous prions seulement que les choses aillent mieux, que nous puissions envoyer beaucoup de nos matières à l'extérieur afin que nous ayons beaucoup de devises. Et dès lors que nous aurons beaucoup de devises, cela va nous permettre de stabiliser justement la monnaie. Parce que hier, j'ai changé à 27 à Lingwala. J'ai changé à 27 sur Mouchi. Ah, il dormait celui-là. Mais à la station, on est à 25. Voilà. Apparemment, eux, ils connaissent, c'est que leur... Parce que ce monsieur va souvent à la banque. Je lui ai posé la question. Il m'a dit seulement à Moukouba. Bon, ça, c'est la banque qui nous dit de mettre à 27. Ok. Lui change à 27. Je crois que même aujourd'hui, lui doit être toujours à 27 sur Mouchi. C'est pourquoi il faut être très prudent. Bien. Il y en a qui les font à 25, et ça, c'est les Congolais lambda qui perdent. C'est la population qui souffre, parce que quelqu'un qui a $10, au début, il avait 28 000 francs. Les prix sur le marché demeurent fixés à 28 000 en francs congolais. Et quand vous échangez à 25 000 ou à 26 000, vous perdez 2 000 francs. Les unités. Les unités sont toujours à 2900. Voilà. Merci beaucoup. Vous perdez. Messieurs. Donc c'est une souffrance de plus sur les Congolais. Qu'on inflige au peuple, au pauvre peuple qui gagne déjà assez peu. Tigui Mukelikele, merci beaucoup. Gardez votre pertinence. Ambroise, gardez votre profondeur. On a besoin des intelligences comme vous, de temps en temps, pour éclairer l'opinion quand elle se retrouve assombrie par une obscurité. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour une autre émission. Salut.